plaisir de retrouver François Martin, l'auteur de Ukraine, un basculement du monde aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Il est le cofondateur avec Paul-Marie Couteau des clubs Eleutheria ou encore du Nouveau Conservateur. Un expert, un géopolitologue, un homme de terrain, ce que je dis toujours, qui parle de ce qu'il connaît et non pas de ce qu'il a vu et regardé vite fait sur Internet pour copier son voisin. Bonjour François et bienvenue dans... Bonjour Nicolas, merci pour ce panégyrique bien développé. Alors, il y a parmi tous nos experts, évidemment, François est au premier rang. Dans ce premier rang, on rappelle en effet que nous aurons Xavier Moreau. Mike Borowski recevra ce soir Xavier Moreau sur la chaîne principale de GPTV. Oui. Pour un entretien qui ne manquera pas d'intérêt. On a eu la semaine dernière Jacques Beau, donc entre les deux, avoir aussi François Martin, je rappelle quand même l'extraordinaire qualité de nos expertises, sur lequel il peut y avoir parfois, alors on s'en amuse sur mes propres plateaux, entre Laurent Arthur de Plessis et François Martin, une sensibilité qui peut être un peu différente, bien sûr, même si globalement ils sont à peu près d'accord les uns avec les autres, mais je pensais que c'était très important dans cette situation quand même de forte tension de recueillir aussi l'analyse et les témoignages de François Martin. Mon cher François, donc les informations quand même nous viennent à peu près tous les jours allons peut-être tout de suite dans le vif du sujet. On pourra peut-être parler de la situation militaire. oui. On pourra peut-être aller ensuite sur des questions plus nationales, parce que Oui. François Martin n'est pas Oui. seulement un géopolitologue, mais aussi un analyste politique, un journaliste. Donc on finira peut-être, si tu le veux bien, Oui. sur des questions plus franco-françaises. Très Mais allons utile. d'abord dans le vif du sujet Oui. qui nous intéresse aujourd'hui. Donc la tension entre, on va dire de plus en plus, l'OTAN et la Russie, parce que Bien l'Ukraine sûr. n'est vraiment plus qu'un petit proxy, Oui. peau de chagrin de ce qu'il en reste, parce qu'on disait jusqu'au dernier Ukrainien, mais et après, quand il n'y aura plus Oui. d'Ukrainiens, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, cette tension, Oui. ces livraisons d'armes pour frapper dans la profondeur, débrider un certain nombre de missiles Storm Shadow pour qu'ils puissent tirer plus loin. Alors il faudra utiliser des satellites, dit Poutine, qui dit à ce moment-là, ça sera la guerre. Quel est ton ressenti de ce qui, si ce n'est pas une montée aux extrêmes encore, il faut quand même pas abuser, ressemble quand même à ce qui pourrait être un début de commencement d'escalade? Oui. Alors je corrige ton mot, ta question, parce qu'elle est toujours posée sous cette forme. Je n'ai pas de ressenti, mais j'ai une analyse, ce qui est différent. J'essaye d'être rationnel. Le ressenti, c'est ce que pense mon cœur, mon affect. C'est Et le important aussi. rationnel, c'est ce que pense mon cerveau et mon analyse. Donc, on va Eh ben, parler de mon analyse. essayons de les unir. Voilà. Écoute, alors, il faut toujours, quand on réfléchit comme ça, replacer les choses dans leur contexte et dans leur contexte géopolitique. Or, le contexte géopolitique aujourd'hui, c'est celui, véritablement, j'avais parlé dans mon livre d'un basculement du monde, mais là, c'est plus d'un basculement du monde. Ce qui est en cause, véritablement, c'est l'avenir de l'Occident et en particulier l'avenir des États-Unis. Pourquoi ? Parce que je rappelle Brzezinski, je rappelle les néoconservateurs, etc., que pour les États-Unis, la base de toute forme de développement, de puissance, c'est le contrôle total de l'Europe. Ça, c'est depuis le début. Ça a été renforcé évidemment en 1945, ça a été renforcé en 1991, ça a été renforcé considérablement pendant cette guerre, jusqu'à faire en sorte que ce que l'on regarde, je dirais sans réfléchir, comme une Union européenne au service de Bruxelles, c'est pas du tout ça. C'est un pacte de Varsovie, en fait, dont nous sommes les supplétifs et les satellites et dont le pouvoir se trouve à New York. C'est ça. Mais les États-Unis, c'est ça, et ça ne peut être que ça. C'est ce que dit Brzezinski dans le Grand Échiquier, c'est très très clair. Donc pour eux, la paix, ça ne peut être qu'une non-belligérance. Contrairement à ce que les gens pensent, la situation de la période soviétique a protégé les États-Unis. C'est d'ailleurs ce que Solzhenitsyn leur a reproché en leur disant, en fait, vous faites semblant de vous battre avec les Russes, même si on les a battus à la fin.
ou plutôt, c'est pas nous qui les avons battus, mais ils sont tombés de leur propre poids. Même si vous combattez les Russes, en fait, la situation vous protège parce que le rideau de fer empêche que la Russie et l'Europe, qui est le cauchemar des Américains, se produisent. Donc, la paix, qui est ce que Donald Trump dit vouloir faire s'il arrive au pouvoir, que Kamala Harris ne dit pas, mais qu'elle sera obligée de faire lorsqu'elle sera au pouvoir, à partir du moment où les lignes sur le terrain de Pokrovsk et la remontée ensuite vers Kramatorsk sera faite. Kramatorsk, je rappelle, si on regarde une carte, que Pokrovsk est plus à l'ouest que Kramatorsk, et qu'une fois qu'on a passé Pokrovsk, il n'y a plus de ligne Maginot. Donc, il suffit de remonter vers le nord pour couper l'ouest de Kramatorsk, qui est le centre et l'objet, le principal objet, je dirais, de la guerre de Poutine. Donc, en fait, les Américains savent que cette guerre est perdue et leur objectif derrière, ils le savent depuis longtemps, mais là, ils en ont les preuves. Et derrière, il faudra qu'il y ait une négociation pour protéger leurs acquis. Mais leur acquis, c'est l'Europe. Donc, ils voudront remplacer cette ligne, ce mur qui est devenu un mur de feu aujourd'hui, hein, et par un autre mur qui sera en fait une non-belligérance. Or, ce n'est pas du tout ce que veulent les Russes. Les Russes, eux, ils veulent une vraie paix, c'est-à-dire ils veulent la levée des sanctions. C'est la première chose qu'ils demanderont lorsqu'il y aura une négociation. Ils voudront la levée des sanctions, et à partir du moment où il y a la levée des sanctions, ils ont de fait le retour et le mariage avec l'Ouest européen qu'ils souhaitent depuis toujours, parce que immédiatement, je rappelle la guerre économique qu'il y a actuellement et surtout la guerre de l'énergie, les Européens vont retourner chercher du gaz russe. Donc, les Russes gagneront la guerre énergétique, et s'ils gagnent la guerre énergétique, ils gagneront la guerre politique. Donc, c'est la fin de la domination américaine sur l'Europe et sur le monde. C'est un point de passage qui est absolument fondamental. Ce n'est pas seulement la fin de l'hégémonie et la fin de la période, de la grande période des néoconservateurs, c'est la fin des États-Unis tels que nous le concevons aujourd'hui depuis pratiquement la Première Guerre mondiale. Mais on en est loin. On en est loin. On en est très près, en fait. Parce que si la guerre militaire est gagnée, et elle va l'être très rapidement, la négociation va s'engager. Que vont-ils? L'un va dire non-belligérance et l'autre va dire paix. Mais qui est-ce qui est vainqueur sur le terrain? Comment les Américains, que ce soit Trump ou Kamala, vont-ils imposer une paix qui soit simplement une non-belligérance? Poutine ne l'acceptera jamais. Il ne l'acceptera jamais. Et comme ici, on ne lui donne pas, il va continuer à grignoter comme il le fait, il va aller jusqu'à Odessa. Et la perte de pouvoir des USA par rapport à la Russie dans ce conflit va apparaître de plus en plus criante. De plus en plus criante. Mais on imagine bien que les États-Unis n'accepteront jamais ce scénario, ce qui explique justement que des Jack Sullivan, actuellement, dans la vacance du pouvoir actuel avec l'élection présidentielle américaine, un gars comme Sullivan reprend un pouvoir considérable. Blinken est allé préparer la visite de Zelensky avec Biden, donc ils ne vont pas se laisser faire, on l'imagine bien. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais je dirais qu'il y a aujourd'hui un choix. Si aujourd'hui, ce conflit est un conflit nucléaire, je rappelle qu'un conflit nucléaire, ça ne veut pas dire que les belligérants se tapent dessus sur le plan nucléaire, mais ça veut dire que le fait nucléaire et la possibilité d'une guerre nucléaire est présente dans leur esprit à tout instant. Structure le conflit. Le nucléaire est structurant du conflit. C'est la raison pour laquelle, lorsque deux puissances nucléaires se combattent, elles se combattent d'abord par proxy si elles le peuvent, et en plus, elles s'arrangent pour sanctuariser le territoire dans lequel elles se battent, de façon à ce que le débordement ne risque pas de conduire à une guerre nucléaire. Donc, c'est ça la question. C'est pour ça que on avait sanctuarisé le conflit en Ukraine. C'est pour ça que le principe de ne pas aller sur le territoire russe restait un principe important pour les Russes,
principe sur lequel ils se sont assis, parce qu'ils se sont dit, si les Ukrainiens dégarnissent le front à l'endroit où il est le plus sensible, rallongent les lignes du combat de 200 km, alors qu'il y a déjà 1000 km de front, et qui rentrent dans une région qui n'est absolument pas stratégique pour nous, on va les laisser passer, et puis on va les nettoyer, on va faire ce qu'ils appellent aujourd'hui le safari, c'est-à-dire on va les laisser, puis après on ira tirer les gazelles qui courent dans la steppe russe, l'une après l'autre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.